Donc, salut à tous. Nous voici pour notre 18e capsule. Donc, c'est en fait sur les feignants que ça se passe. Donc, ces Irlandais qui attaquèrent le Canada. Donc, on va en apprendre un peu plus sur eux. Un sujet que j'ai pas trop entendu parler, d'ailleurs, que j'avais jamais entendu parler avant de commencer la préparation de cours pour cette année. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas approfondir le sujet. Donc, nous avons ici, en fait, déjà, je commence ça sous les auspices d'une caricature, en fait, où est-ce qu'on voit clairement un feignant qui a de l'air n'importe quoi, donc un peu à la limite quasiment bestial, une famille nombreuse, c'est une espèce de petit révolutionnaire qu'on prend mal au sérieux, avec plein d'enfants, on lui dit quasiment, tu devrais t'occuper de tes nombreux enfants au lieu d'essayer de faire des révolutions qui fonctionnent pas, ou est-ce que tu as de l'air d'un pas organisé, bref, un peu discréditer le mouvement par cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même la montrer. Je trouvais que c'était intéressant d'aller de ce côté-là. Donc, les sujets qui vont être traités, en fait, on va voir l'historique du groupe, et l'influence, les conséquences des actions qu'on va avoir les feignants sur l'histoire. Donc, évidemment, on va parler des raids qu'ils vont faire au Canada, voir comment ça s'est passé, et puis c'est quoi, en fait, les conséquences que ça va avoir, parce que oui, il va y en avoir pour plus tard. Donc, ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Tout d'abord, l'origine du mot feignant ou feignant en anglais, donc en fait ça vient d'un terme gaélique irlandais, Fianna Éirion, je ne sais pas si je le dis bien, je m'en excuse si je me suis trompé, mais ça fait référence en fait à des guerriers de légende, donc qui seraient en fait commandés par Finn mac Cumaill au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc ça a rapport à justement des guerriers irlandais de cette époque-là, d'après la légende évidemment, parce qu'il n'y a rien de confirmé, que j'ai pas trouvé, même si j'ai cherché rapidement, que c'était quelqu'un qui avait réellement existé. C'est vraiment, on va considérer ça dans la mythologie et la légende irlandaise de ce côté-là. Donc, la fondation, en fait, du groupe, c'est la Irish Republican Brotherhood, donc la RIB, en 1858. Donc, ça va être créé par 3 types. Donc, John Mahoney, James Stephens, ainsi que Michael Downey. Donc, l'objectif, en fait, de ces 3 personnages-là et de la IRB, c'est quoi, en fait? C'est la libération de l'Irlande. Donc, on se retrouve dans un contexte. Les Fenians sont les Irlandais catholiques. Donc, eux sont sous le joug protestant, anglican, anglais. Donc, l'Irlande a été rattachée à la couronne britannique depuis, je crois, le début du 18e siècle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une Irlande qui est annexée entièrement par l'Angleterre. Donc, les Anglais ont le contrôle sur la vie des Irlandais et ça, mais eux autres, ils veulent la libération. Donc, on va voir plus tard que leurs moyens d'action sont vraiment dans le but de libérer l'Irlande catholique aux mains des Anglais protestants et anglicans. Donc, on se retrouve en fait avec plusieurs branches. Donc, on a celle-là aussi, comme on a vu à la base en Irlande, mais il y en a aussi qui vont s'établir aux États-Unis. Donc, l'objectif, en fait, c'est tout simplement d'être capable de supporter la section irlandaise, donc en Irlande, avec de l'argent et des membres en vue de la révolte planifiée en Irlande pour libérer l'île. Donc, c'est vraiment l'objectif, en fait, c'est la libération de l'île d'Émeraude. Donc, ils veulent s'assurer d'être capables de sortir du joug anglais et leur stratégie est soit de faire par la violence des attentats ou, comme on va le voir, d'aller avec d'autres objectifs qui sont quand même pas fou si on y pense rendu là en termes révolutionnaires. Donc, les effectifs auraient été estimés à environ 10 000 membres aux États-Unis et ils sont principalement des anciens soldats qui ont été pris de la guerre civile qu'il y a eu, donc la guerre de sécession qu'on dit en français pour identifier ce conflit-là, qui est en fait simplement une guerre civile que les États-Unis ont vécu. Donc, le Nord et le Sud, grosso modo, les soldats et les Irlandais qui ont été là, en fait, sont normalement des gens qui ont fait la guerre civile, donc ils connaissent comment faire la guerre normalement ou combattre.
Donc, la base, il y avait deux principales questions pour eux qui étaient importantes. Soit, est-ce qu'on va faire un soulèvement en Irlande ou on va faire une invasion? J'explique. Donc, eux autres, en fait, ils se sont quand même retrouvés avec un butin intéressant de 500 000 $ pour l'époque et 10 000 membres, comme on l'a vu plus tôt. Donc, il y a deux pôle important à savoir en termes d'action. Qu'est-ce qui va être fait? Donc, ils veulent qu'il y ait soit une invasion de la colonie britannique du Canada ou le soulèvement en Irlande. Donc, pourquoi aurait-il attaqué la colonie du Canada à ce moment-là? C'est que, en fait, leur objectif était de contrôler le Canada pour soit être capable de mettre la pression sur les Anglais ou tout simplement l'échanger contre la libération de l'Irlande. Donc, OK, ben, je t'échange ta colonie contre la libération, l'indépendance de l'Irlande. Donc, c'était grosso modo ça l'objectif qu'ils avaient réfléchi. Donc, en Irlande, finalement, ça ne va pas avancer comme ils veulent, donc ils vont se retourner en fait sur l'idée de passer à l'offensive en Amérique du Nord. Mais là, il faut savoir comment ils vont s'y prendre. Donc, il y a tout d'abord une première attaque qui va se faire en fait par le Nouveau-Brunswick. Donc, ils vont passer sur le Nouveau-Brunswick et ils vont inviter un gars qui est au Canada-Ouest, donc en Ontario, qui s'appelle Michael Murphy, qui est un tenancier de bar. Il est invité à rejoindre le raid qui va se faire. Mais les autorités canadiennes vont intercepter le message, ils vont le déchiffrer, puis ils vont l'arrêter. La mission, il y en avait effectivement. C'est pour ça que je les trouve quand même intéressants, parce qu'ils ont eu un autre objectif, qu'on ne se serait pas attendu qu'ils sortent d'un groupe de dire « Hey, on va y prendre sa colonie pour l'échanger contre l'indépendance de notre pays. » Donc, c'est une stratégie que je dois avouer, je n'ai pas vu souvent arriver dans l'histoire. Donc, Murphy ne peut pas participer parce qu'il est arrêté. Donc, ça fait moins de membres si on veut. Donc, ces feignants-là, finalement, au nombre de 700, vont arriver sur l'île de Campobello, au Nouveau-Brunswick, comme je le disais. C'est l'officier anglais Charles Hastings Doyle qui va en fait décourager les feignants avec ses vaisseaux de guerre à lui et les 700 soldats anglais qui vont dépêcher sur les lieux. En fait, il n'y aura aucun combat, mais la démonstration de force va faire que le raid ne va pas fonctionner et que l'attaque sur le Nouveau-Brunswick ne fonctionnera pas. C'est parce qu'ils vont se retrouver avec plus fort qu'eux autres. T'sais, quand tu as des vaisseaux de guerre avec toi, c'est quelque chose d'assez important à prendre en considération. Ils vont juste décider de s'en aller parce que c'est pas à leur avantage. Et là, on va se retrouver en fait avec évidemment d'autres tentatives. Il va y avoir le raid sur Ontario qui va être fait par le Fort Erie. Donc, l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est d'attaquer et de créer une diversion. Parce que eux autres avaient évidemment l'objectif d'attaquer pour aller être capable de prendre des villes importantes, comme par exemple Toronto. Donc, ils voulaient que la diversion par le Fort Erie puisse attirer justement des troupes de Toronto pour être capable d'attaquer la métropole de l'Ontario. Donc, ça se passe le 1er juin 1866. John O'Neill va traverser la rivière Niagara avec 1000 à 1300 feignants. Donc, on ne sait pas trop combien il y en a, mais c'est dans ces eaux-là à peu près. Donc, quand même une force non négligeable dans les contextes. Et il va en fait avoir la tentative du navire de guerre des États-Unis, le USS Michigan, d'essayer de les intercepter, mais il ne va pas y arriver. Ça veut dire que les feignants vont avoir passé, ils vont être rendus au niveau du Canada, mais vu qu'il va être en patrouille dans la région, en fait, il n'y aura aucun support logistique ni de renfort qui va se rendre à la force d'invasion. Donc, on voit un petit peu que ça pourrait être un problème à l'avenir. Donc, plus tard, ce qui va se passer, en fait, c'est que les troupes canadiennes vont avancer sur Ridgeway. Donc, à ce moment-là, ils vont vouloir être capables de mener l'attaque aux feignants pour défendre la région.
qui vont être à peu près, en fait, ils vont affronter de 600 à 700 soldats. Donc, il va y avoir des désertions déjà qui vont se faire pour les feignants ou des redéploiements ailleurs dans certaines autres régions. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près 600 à 700 soldats pour l'indépendance d'Irlande qui sont présents pendant la bataille. Donc, la bataille de Ridgeway va entrer dans sa phase. Puis là, je vais la décortiquer un peu parce que c'est quand même une des batailles qui se fait qui est le plus... Donc, ce qui va arriver en fait, c'est qu'il va y avoir une confusion dans les troupes canadiennes qui vont être présentes, qui sont surtout des miliciens. Et ça va tourner en une débâcle totale, ce qui fait que les feignants vont l'emporter à Ridgeway. Donc, comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est assez simple, mais on va justement entrer un peu plus dans le détail de ce côté-là. On sait qu'il y aurait eu à peu près un échange de coups de feu qui se serait fait pendant 2 heures. Donc, ils se tiraient des volées, tout ça. Il n'y avait pas grand changement. Mais tout à coup, tranquillement, il y a une confusion qui commence à apparaître dans le rang des forces du Canada qui sont là. Ce qui va faire que, au moment où il va y avoir 3 compagnies du 13e bataillon du Royal Hamilton d'infanterie légère qui arrivent en renfort, les troupes qui sont déjà là, qui est du Queen's Own Rifle, vont décider de juste essayer de se retirer tranquillement pour laisser la place, parce qu'ils croyaient en fait que c'était 3 bataillons de soldats anglais aguerris et professionnels. Eux autres, la majorité, sont des miliciens ou des volontaires, donc ils sont pas aussi expérimentés que des troupes régulières. Donc eux autres, croyant que c'est des troupes régulières, vont essayer de leur laisser la place, donc se retirer de l'endroit pour qu'ils puissent s'installer eux autres à leur tour puis commencer à combattre. Mais en fait, c'est que la compagnie, les 3 bataillons qui arrivent en renfort vont se rendre compte ou croire que c'est ils vont se retirer, donc ils vont quitter le champ de bataille. Donc ils vont se dire, ben là, s'ils s'en vont, on va pas rester là, fait qu'on va s'en aller nous autres aussi. Donc déjà, beaucoup de confusion. Et après ça, il y a quelqu'un où l'information qu'ils auraient en fait aurait été que les feignants ont de la cavalerie et qu'ils s'apprêtaient à faire une charge. Donc, mais cette information-là est complètement fausse, ce qui fait qu'ils vont demander un ordre de bataille de la section de la stratégie, c'est de quand une troupe de cavalerie qui arrive pour essayer d'attaquer l'infanterie va se placer dans une formation carrée qui est la meilleure pour se défendre contre la cavalerie. Cependant, contre l'infanterie, c'est vraiment pas la meilleure des stratégies, donc ils vont appeler l'ordre de former le carré de défense, mais il n'y a pas de cavalerie feignant. Donc, il va y avoir cet ordre-là qui va être donné, et les feignants, ils sont pas fous, hein? Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent en profiter, ils vont charger à la baïonnette parce qu'ils voient que la formation canadienne n'est pas du tout à l'avantage de la logistique de bataille à ce moment-là. Donc, c'est la victoire à ce moment-là. Donc, après Ridgeway, donc c'est une victoire pour les feignants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, en fait, ils vont se replier sur Fort Erie le lendemain de la bataille. Donc, eux autres, ils considèrent qu'ils sont essoufflés, puis on se rappelle, il n'y a plus de renfort qui arrive, il n'y a pas de ravitaillement non plus. Donc, eux autres, ils se disent, rendus là, on en profite pour se reposer un peu à Ridgeway, puis après ça, ben, on se replie sur Fort Erie. Il va y avoir un autre affrontement avec les miliciens qu'on a vus plus tôt qui étaient là. Il va y avoir un autre affrontement entre les deux. Et puis, ils vont capturer en fait un groupe assez important qui était censé d'aller attaquer dans le flanc ou par en arrière d'eux autres. Mais ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres forces canadiennes qui arrivent. Et puis là, il y a des troupes régulières. Disons que là, c'était surtout, il n'y avait pas de troupes encore régulières de l'armée britannique, mais là, elles s'en viennent. Donc, eux autres se rendent compte qu'ils n'ont pas beaucoup de ravitaillement, ils n'ont pas de moyens, en fait, d'affronter une armée qui arrive, puis que là, a des chances d'être beaucoup plus efficace parce qu'elle va être plus professionnelle. Donc, ils vont libérer les prisonniers qu'ils viennent de faire et ils vont essayer de retourner aux États-Unis. Mais on se rappelle que le USS Michigan est dans le coin. Donc, le bateau de guerre, donc on voit l'image des bateaux de guerre avec les grosses roues en bois, puis le panache de cheminée qui sort
justement noirs parce que ils sont au charbon. Donc, c'est ce vaisseau-là qui intercepte plusieurs soldats. Donc, ils vont se rendre en fait à la marine des États-Unis. Donc, ils ne pourront pas profiter de Ridgeway comme étant une pierre d'assise pour leur aide. Mais pourtant, ils auraient pu, mais dans les circonstances, ils n'ont pas pu se rendre plus loin de ce côté-là. On se rend compte aussi que le président des États-Unis, en fait, qui est à ce moment-là, je me souviens plus lequel, je ne l'ai pas écrit, il va envoyer les généraux, dont un très connu, Ulysses S. Grant, qui était pas mal le général le plus important pendant la guerre civile, et George Meade à Buffalo, où est-ce que les feignants s'étaient regroupés pour enquêter. Ils vont décider de confisquer le matériel feignant, donc déjà de leur enlever un peu plus de matériel, de munitions et tout ça. Et l'objectif qu'ils vont se faire donner, en fait, c'est d'empêcher des raids de partir des États-Unis jusqu'au Canada. Donc déjà, il y en a eu 2. Et ils disent là, il n'y en aura plus. Bon, déjà qu'il y en a eu 2, c'est déjà beaucoup trop, on s'entend, mais c'est ça l'objectif. Mais comme on peut voir, ce n'est pas la fin. Eux autres sont ambitieux, ça leur tente, ils veulent poursuivre. Ce qui va arriver alors, c'est que malgré que les autorités des États-Unis vont arrêter plusieurs chefs feignants, le 7 juin, le général Samuel Spear va quand même trouver le moyen de s'échapper et de traverser la frontière avec 1000 feignants. Donc, il va se retrouver dans la région dans les cantons de l'Est de Pigeon Hill, Fredericksburg, Saint-Armand et Stanbridge. Donc, ils vont s'installer là, puis ils vont commencer à demander aux gens de leur donner de la nourriture, des ressources qu'ils ont besoin, bref. Donc, commencer à vouloir s'installer et à faire une tête de pont. Puis le 8 juin, en fait, j'ai pas précisé quelle troupe se trouvait à être, mais c'est des troupes canadiennes qui vont se trouver là à rejoindre le lendemain à essayer de combattre justement les feignants. Mais en fait, ils vont se retrouver qui ont presque plus d'armes, plus de munitions, puis ils vont se rendre très rapidement. Donc, ce raid-là va s'arrêter en une journée. Et il y a quelques autres tentatives, évidemment, parce qu'ils veulent vraiment essayer malgré tout. Il va y avoir un autre groupe qui va attaquer le 25 mai en 1970 avec la tête de général John O'Neill, donc celui qu'on a dit tout à l'heure, dans le comté de Missisquoi, dans les cantons de l'Est. Donc, ils vont se rendre là-bas. La confrérie des feignants, en fait, à cette époque-là, déjà était beaucoup, mais là, elle est encore plus, est infiltrée de partout. Donc, il y a des fuites, il y a de l'information qui se sait. Donc, c'est pour ça que les troupes canadiennes étaient déjà le lendemain à Pigeon Hill et tout, parce qu'ils savaient que il y avait du monde qui allait passer là. Donc, encore là, à ce moment-là aussi, l'information se rend qu'il va y avoir une attaque. Donc, le fameux Thomas Billis Beach, donc surnommé Henri Le Caron, qui va informer énormément la police secrète canadienne, va indiquer justement qu'il y a une autre attaque qui se fait cette journée-là. Donc, ça va donner évidemment le temps aux troupes canadiennes de se préparer. Et Montréal va aussi envoyer 2 bataillons, donc du 52e et 60e de la milice sur les lieux. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'effectifs qui vont se déplacer. Donc, l'affrontement, en fait, va se faire à un endroit qu'on appelait Eccles Hill. Les Canadiens vont tomber complètement par surprise sur les feignants. Et en fait, ça va être 13 feignants qui vont perdre la vie. Mais du côté canadien, il va y avoir aucune victime dans les volontaires et tout ça. Donc, on voit que là, la préparation, parfois, fait a beaucoup d'importance pour le résultat d'une bataille. Là, ils leur ont tombé complètement dessus sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, le général O'Neill va se rendre et ses troupes vont se disperser aussi rapidement que l'invasion a commencé. Donc, on considère que dans la même journée, le matin, il attaque, en soirée, c'est terminé. C'est fini, il n'y a plus de problème, puis c'est tout dispersé, le calme est revenu. Donc, une petite image du raid feignant qui aurait été fait à Eccles Hill quand ils sont arrivés, puis après ça, les troupes canadiennes leur sont tombées complètement dessus. Il va y avoir aussi une tentative d'attaque qui va se faire au Manitoba. Donc, ça va être tenté par le Minnesota à Saint-Paul pour envahir proche de Winnipeg. Donc, évidemment, l'objectif, il essaie d'aller dans les villes importantes. Puis on se rappelle qu'à cette époque-là, le Manitoba, c'est une petite province canadienne qui a été acceptée par McDonald's avec
les Métis. Donc, O'Neill, qu'on vient de dire encore, qui était là pour Eccles Hill, ben, il va là lancer un assaut sur un poste d'habit du son avec 35 hommes. Donc, on voit que c'est beaucoup plus restreint, mais il veut vraiment y arriver. Donc, l'objectif aussi, c'est de faire jonction avec Louriel et ses Métis. Donc, on sait que Louriel et les Métis ont fait une révolte contre le Canada. Donc, il se dit, ça pourrait être mes amis. Mais l'affaire étant que quand il attaque le poste de la baie du Son, ben, il se passe en territoire canadien donc, pendant son attaque. Cependant, on se rend compte finalement que la frontière canadienne est 2000 au nord, ce qui veut dire que ils sont encore en territoire des États-Unis, puis ils ont envahi un poste de traite puis tout. Donc ils ont envahi un territoire aux États-Unis. Yeah! Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'auront même pas le temps vraiment de se rendre au Canada, parce qu'il y a des soldats des États-Unis qui vont capturer O'Neill, Donnelly puis 10 autres du groupe, près de Pembina, au Dakota. Donc, comme on voit, ils ne sont même pas encore rendus, puis ils se font arrêter par les États-Unis parce qu'ils se sont pas du tout rendus au Canada à ce moment-là. Les Métis vont capturer aussi un autre, Donoghue, qui vont en fait livrer aux autorités des États-Unis. Donc, pour ce raid-là, c'est encore plus ça avançait, moins ça allait. Et il va être chanceux, en fait, ce O'Neill-là, parce qu'il ne sera pas accusé d'avoir envahi les États-Unis, même s'il y avait un chef d'accusation qui était fait, et qui, en plus, il a été arrêté 2 fois. Donc, il va être arrêté aussi au Minnesota par rapport à ça. Donc, vraiment, là, les États-Unis vont être très cléments avec lui, malgré le fait qu'il a comme littéralement envahi un territoire des États-Unis. Et il n'y aura personne du groupe qui va être finalement accusé. Donc, on va mettre la faute sur Donnelly et O'Neill, mais ces deux-là ne seront pas accusés du tout de ce qui se passe. Il va y avoir aussi des rumeurs d'attaque, donc sur la Colombie-Britannique. Donc, la confrérie va se rassembler ouvertement dans les années 70, donc dans le courant de la décennie, dans les États du Nord-Ouest des États-Unis. Mais en fait, il n'y aura aucune attaque qui va être faite. Ça aura été cependant assez inquiétant pour eux autres parce qu'ils vont faire que la Marine royale va envoyer des navires de guerre là-bas pour s'assurer que s'ils attaquaient, au moins ils pourraient défendre avec les navires. Donc, les conséquences en fait qui se passent, parce qu'on se rend compte que les feignants ont fait très peu en termes de leur objectif. Ils n'ont pas réussi du tout à se rendre avec un territoire. Le contrôle a été très limité et souvent très peu de temps. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y avait un petit support feignant qui va complètement disparaître au Canada. Donc, on dit ça n'a pas de bon sens. Donc, on ne suit pas ça, pas en tout. Donc, ça, le peu qu'il y avait, il y avait comme 3000 membres sur 250 000 Irlandais catholiques. Donc, ça s'effondre. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui supportaient ça. Ouais, pour eux autres, effectivement, on peut avoir une sympathie pour eux malgré tout. Mais il va y avoir aussi une grande méfiance, une augmentation du sentiment anti-États-Unis. Je m'explique. Parce que beaucoup ont cru que les États-Unis n'ont pas fait assez pour empêcher les premiers raids de se faire. Donc, ça va faire énormément suer les gens. Et ça, mêlé à cette méfiance-là qui augmente, comme les États-Unis sont contre nous autres, ils n'ont pas décidé ou ils n'ont pas agi en conséquence la première fois, ça fait en fait que aussi les provinces maritimes, comme le Nouveau-Brunswick, qui étaient contre au départ l'idée de confédération canadienne en 1867, vont devenir volontaires pour le projet. Donc, étant donné que on avait en fait des hésitations à savoir si c'était une bonne idée de rejoindre, ben là, on se rend compte que finalement, l'inefficacité de la milice à l'encontre des feignants, ça montrait qu'il y avait un manque là-dessus au niveau de la protection. Donc, ils vont voir l'idée d'une armée canadienne pour être capable de défendre et non pas seulement des volontaires et des milices. Donc, ça va en fait accentuer le projet d'union des colonies
en Amérique du Nord britannique. Donc, ça va avoir eu ça de fait pour le côté. Les maritimes vont donc être plus prompts à rejoindre la Confédération, alors que, grosso modo, généralement, elles s'opposaient. Ah, j'ai oublié de mettre les animations là-dessus, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve en fait à une situation où il y aurait eu une anecdote. On va finir là-dessus. Pour les feignants lors d'un des raids. Donc, on se rappelle qu'ils vont attaquer Stanbridge en 1860 et ils vont aller manger à l'hôtel American. Donc, évidemment, qui dit invasion dit j'ai faim après. Donc, on s'en va tous s'installer directement à l'hôtel puis on mange. Mais ils auraient laissé leurs armes, évidemment, à l'entrée parce que c'est encombrant à l'intérieur de l'hôtel. Mais la rumeur dit, la légende, qu'ils auraient laissé leurs armes sans surveillance. Donc, c'est pas de sentinelle à rien. Donc, évidemment, on peut se demander si c'est vraiment une vraie histoire. Mais si c'est une vraie histoire, ça fait dur. Mais sinon, c'est juste pour les discréditer. Donc, évidemment, beaucoup pourraient passer ça à la rigolade. D'ailleurs, les feignants, quand c'est un terme péjoratif, aux yeux de ceux des Irlandais pour l'Union, qui sont en Irlande du Nord et qui sont protestants, ils vont utiliser ça de façon péjorative pour ceux du Sud, donc les Irlandais du Sud. Mais effectivement, je trouvais que plus j'en ai appris, plus je me suis dit, hey, c'est un film drôle de l'histoire rendu là, c'est un bêtisier total, c'était du grand n'importe quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant, en fait, de parler d'eux autres pour ça, parce que c'est sensiblement du jamais vu, là. L'organisation ne semblait pas être la meilleure, ça c'est certain. Mais au niveau des gaffes, comme tu dis, c'est assez impressionnant. Donc, je trouve que ça valait la peine d'en discuter et de mettre ça en lumière pour montrer que malgré leurs intentions de libération de l'Irlande, ça a fini en queue de poisson. On a été loin d'être proche de réussir. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi est-ce qu'on en parle très peu. C'est que ça n'a pas été vraiment très grave, mais ça a été quand même assez important à ce moment-là pour faire pencher la balance du côté des maritimes pour rejoindre toutes les colonies britanniques dans le Canada. Donc, bref, c'est ça que ça aura eu. Donc, un gros merci d'avoir été présent pour tout le monde. Donc, merci Savon, merci Chuck. Donc, vraiment très apprécié. Donc, si vous êtes sur YouTube et vous avez vu ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Donc, parlez-moi comment est-ce que vous avez trouvé la situation. Et puis, on va essayer de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine. Tchou! Mais non, c'est ça, les États-Unis, en fait, n'ont pas beaucoup réagi. Comme mes recherches m'ont fait voir que clairement, ils laissaient les feignants littéralement se rejoindre, se regrouper. Ils laissaient vraiment faire leur plan. Tu sais, c'était pas... Surtout que je disais déjà qu'ils étaient infiltrés de partout. Les États-Unis étaient au courant de ce qui se passait. Donc, il n'y a comme pas eu beaucoup. Mais ça peut revenir à un autre concept, en fait, que j'ai oublié d'indiquer. Les feignants, en fait, ont peut-être été un peu la vengeance, si on veut, des États du Nord. Parce que pendant la guerre civile, les Anglais... Donc, le Royaume-Uni va être du côté des États du Sud parce qu'il amenait du coton, du tabac, du rhum. Donc, des choses qui avaient besoin en termes industriels et tout. Donc, des marchandises que les Anglais prisaient beaucoup à ce moment-là. Ce qui fait qu'ils ne mettront pas un support au Nord. Peut-être que c'est peut-être une façon pour les États du Nord de se venger après que la guerre civile soit terminée, de dire, ben, regarde, on ferme les yeux puis on coopère pas beaucoup parce que vous êtes la colonie de ceux qui ont été contre nous, en fait, qui ont été aider nos adversaires plutôt que nous. Donc, c'est probablement une histoire de vengeance qui s'est faite à ce moment-là. Donc, dans cette optique-là, je trouve qu'avec cet angle-là, c'est plus facile de comprendre le manque de coopération des États-Unis. Mais c'est ça, c'est vraiment... ce côté-là, en fait, qui je crois, expliquerait le plus le fait que les États-Unis en ont rien eu à faire ou
très peu. Donc, ils ont sauvé les meubles à un moment donné. Ah ouais, on va déplacer Grant, puis il va faire le ménage là-dedans, mais c'est coup-ci, coup-ça, là, au niveau de la réponse, là. Donc, moi, c'est ça que j'ai cru comprendre. Du moins, c'est ce que j'en ai déduit avec l'observation de ce que je faisais.